belle, la fête est tellement belle. Introduction mêlée, Chouli encore petit côté qui ramasse parfaitement ce ballon, vient défier Bonner. Il faut gagner du temps. C'est terminé, monsieur Matteux. Et c'est fini sur cette dernière action de Damien Chouli. Reste au sol Jean-Pierre Pérez, l'USAP, champion de France 54 ans après. L'USAP qui s'impose au Stade de France face à Clermont 22-13. La folie maintenant. Bon, je vais vous surprendre un peu, mais je pense que le groupe est né et les résultats aussi de l'USAP sont nés avec. Ça a été la saison 2007-2008, et notamment avec ce début de saison qu'on fait vraiment très moyen. On vient de faire match nul contre Dax ici à domicile. Et après, bon, avec Jacques et Franck, on décide de partir en stage, un peu de s'isoler de la vie quotidienne un peu qu'on vivait ici un peu à Aimé-Girard. Et en plus, pour s'enlever un peu de pression par rapport aux mauvais résultats qu'on venait de faire contre Dax à domicile, on a décidé de partir en stage à Matemal, notre lourde à nous un peu. Et on s'est retrouvé coincé sous la neige sur une semaine un petit peu particulière où tout le monde avait un petit peu le stress, avait il y avait une grosse déception, on se posait beaucoup de questions. Et à ce moment-là, je pense qu'il y a eu une vraie prise de conscience. Tout le monde s'est remis en question, les joueurs, le staff, parce que ça venait de l'intérieur du groupe. C'est où le groupe s'est vraiment serré soudé et on s'est dit des choses assez fortes entre nous. Et voilà, c'est là qu'est parti le train, quoi. Puis là, on va gagner au Stade Français, quoi. Notre ennemi éternel, on va dire, sur les 10 ans qui ont précédé. Ça nous a fait un déclic assez extraordinaire et ça a donné une force au groupe, une inertie qui nous a suivis jusqu'à la finale de l'année dernière. Ah, avant d'aller au lit. Allez, montre-nous. C'est un autre endroit, on va dire. Ça va faire 10 ans qu'on y va. Pour ma part, moi, j'y vais régulièrement. C'est vrai que c'est un endroit avec Brigitte et François où c'est un peu comme à la maison, on va dire. Allez les gars, à table, vite. Il y a l'entrée qui arrive. Les premiers arrivés, premiers servis. Ouais. Ah, C'est bon, on peut commencer, c'est bon. Tout le monde est servi, allez. allez, on commence. Elle nous met pas la traite. Qu'est-ce que c'est bon. On se régale. C'est bon. On a des bus de Roumaines et de Hongroises qui viennent et... Non, je plaisante. Non, simplement, c'est un cadre vraiment reposant où on est coupé, on a l'impression d'être coupé du monde. Alors c'est ici que l'USAP vient en stage à Matemal. C'est ça, c'est la chambre des trois quarts ici. Ah d'accord. Voilà, Mermoz, Zazema. C'est rien, c'est rien. Calme-toi, Henri. C'est pas... Henri, on t'a déjà dit, les coups de boule dans les portes, ça sert à rien pour la motivation. C'est ici que tu travailles l'agressivité, les rucks, à grands coups de boule. Ouais. Exemple, vas-y, tape. C'est la récréation des enfants, quoi. On est là-bas, on est entre nous, voilà. Il n'y a rien d'autre à faire que de faire chier les copains. Donc voilà, on fait quelques blagues, voilà. Et moi j'en fais partie et je me régale d'aller à Matemal. Non, c'est une grande maison, une auberge de jeunesse. Vous pouvez nous montrer une entrée en mêlée là-bas? Tu ne feras pas, Guy. Voilà. Allez, seconde ligne. Ah, c'est Bouli. Oh, Bouli. Allez, Bouli. Allez, viens. Rimas, flaque. Parfait. Le jour où il n'y a plus de conneries qui sera fait quand on sera à Matemal, c'est qu'il y aura un problème. Donc, pourvu que ça dure. Tu vas où?
On démarre sur un match à domicile face à Paris où il y a une défaite. Forcément, c'est souvent sur une défaite que tu as un déclic, que tu es obligé de te remettre en question. Il ne se passe rien, on n'arrive pas du tout à enclencher quoi que ce soit, eux jouent beaucoup au pied, Hernandez fait un éclair, sinon tout le reste du temps c'est un match où il n'y a pas de mouvement, où il n'y a pas de vitesse, où il n'y a pas de prise d'initiative réelle, on est un match que l'on subit, quoi. Et c'est dans ce sens-là qu'il est déclencheur, parce qu'on est sorti de ce match en se disant c'est pas possible, on peut perdre un match lorsque l'on est bousculé, lorsque l'on est mis sous pression en permanence, lorsque l'on est acculé près de sa ligne, lorsqu'on subit beaucoup d'initiatives de l'adversaire, on peut perdre. Mais pas un match comme ça, pas un match où on n'a rien fait. Not afford another defeat. This was not going to be easy though against a Perpignan side flying high in the French top 14. Commentary came from Stuart Barnes and Miles Harris. Après, il y en a eu un autre assez vite, qui est aussi une défaite, mais qui là est une défaite totalement différente, puisqu'on perd aux Ospreys, avec une composition d'équipe qui est totalement remaniée. On a mis des ailiers au centre, il y a Manassi qui joue au centre, on a David Mellet qui vient de débuter quelque part sa carrière à ce niveau-là, qui est à l'ouverture. Il se blesse d'ailleurs au bout de 5-6 minutes. Donc c'est Nico Durand qui passe à l'ouverture. Donc voilà, il y a un match où on est dans des conditions épouvantables. On sait qu'on joue peut-être la qualification. Il y a l'équipe qui se bagarre, qui se bat en permanence. On reste au contact des Ospreys. À la fin, on a une occasion, peut-être qu'on aurait pu marquer et gagner cette rencontre. On n'a pas été en perdition, on a rivalisé même, je veux dire, on peut l'emporter ce match-là, parce qu'il n'y avait pas le fait de se décourager, il y avait au contraire se transcender à travers ça. Et en même temps, il y a l'affaire Tinku derrière. Dans ce match-là, il est dans l'état d'esprit, il a montré totalement autre chose. C'est une défaite, mais c'est plus la même défaite du tout que le Stade Français. Il a montré que, quels que soient les joueurs qui rentrent dans cette équipe, il y a un état d'esprit. Quand tu regardes tous les matchs, il n'y a jamais presque le 15 de départ, c'est jamais le même. Donc la force, je pense, ça aussi, ça a été une des forces de notre part. On peut dire qu'il y a un fond de jeu, mais il y a aussi un fond de joueurs, même si l'expression n'est pas forcément adaptée, mais c'est ça. Voilà, il y a eu des jeunes, il y a eu des cadres un peu plus matures aussi. Et voilà, ça a pris comme ça, je te dis, parce qu'il y avait cet état d'esprit qui nous a tous poussés sur l'année. Au niveau rugby, on retrouvait nos repères assez facilement parce qu'on avait un vécu ensemble aussi depuis quelques années. Ça, c'est une politique. Alors bon, je ne sais pas si elle fait partie de la réussite dans le titre, mais je pense que oui, surtout la stabilité, parce qu'il est bien évident qu'une équipe qui a une stabilité pendant quelques saisons a une meilleure cohésion, rentre plus rapidement dans la saison, et je pense que si on n'avait pas eu cette stabilité dans l'effectif au moment où on a eu la cascade de blessures, avec des joueurs qui ne se seraient pas connus ou qui auraient intégré pour la première année cette équipe, on aurait eu beaucoup plus de mal à réagir et à continuer à maintenir notre niveau de performance que ce qu'on a pu faire. Fine domestic form to face a Tiger side hungry to maintain their charge of Pool 3. Commentary comes from Ian Evans and Will Chignall. Troisième défaite, là c'est à Leicester. Mais Leicester, pourquoi? Parce qu'arrive Carter. Or, depuis le début de la saison, il y a un phénomène qui a bousculé le paysage médiatique français. Tout s'est focalisé sur Perpignan, au niveau du rugby, du moins. Tout s'est focalisé sur l'USAP, parce que Carter venait à l'USAP, le meilleur joueur du monde, reconnu par ses pairs. Personne ne conteste ce titre honorifique. Il vient à l'USAP. Et là, ça surprend quand même les médias, ça surprend un petit peu tout le monde. Et ici, il y a une grande fierté à ça. C'est le premier match où il voit son équipe. Et on fait un match à Leicester qui est une équipe régulièrement dans le meilleur en Angleterre, où on les bouscule, où on marque de beaux essais, où ça se tient jusqu'à la fin, on perd, on aurait pu le gagner aussi bien ce match-là d'ailleurs. Et voilà. Et lui rentre avec nous. Donc, moment important.
dans le sens où commence réellement l'aventure avec Carter. Il y a 2 raisons, d'après moi, qui l'ont fait venir. La première, c'est qu'on jouait la H-Cup. Et la deuxième raison, je pense, là, elle est un peu plus personnelle, c'est le fait que, lorsque j'ai eu des conversations avec lui, je lui ai fait ressortir que j'étais joueur, un ancien joueur, que donc je savais ce que c'était le terrain, et que, pour moi, s'il venait, c'était pour le côté sportif, pour gagner des matchs, hisser le niveau de jeu de notre équipe et en faire remporter un titre qu'on n'avait pas eu depuis X années, alors qu'on était un club qui jouions les phases finales depuis maintenant un certain nombre d'années de manière consécutive sans pouvoir finir de franchir les dernières marches. Je pense que cet homme-là nous a vraiment fait prendre conscience qu'on avait un potentiel. Ça faisait 3 ans qu'on avait le même groupe, on savait qu'on avait quelque chose, qu'on avait un gros potentiel. Maintenant, on n'avait pas. À chaque fois, la dernière marche, on se cassait la gueule. Et voilà, lui, je pense qu'il nous a donné cette expérience qu'il avait et qui, voilà, nous a propulsés dans ces petites choses qui nous manquaient pour les grands moments, on va dire. Au-delà de ce qu'on te dit de lui ou du palmarès qu'il peut avoir, quand tu te confrontes à lui à l'entraînement, tu sens qu'il a ce petit plus, qui sont des choses simples en plus, mais qui fait tellement bien qu'il te fait bien jouer. Et puis il y a cette première chose, et puis après il y a l'état d'esprit de Dan, quoi. À chaque fois qu'on me disait alors comment il est Dan, les gens attendaient qu'on leur dise c'est un extraterrestre, hein, il ne vit pas comme nous. Alors que c'était un gars de 25 ans, quoi, qui portait cette jean trouée, qui venait à l'entraînement, voilà, et qui était pro sur le terrain, qui partageait surtout, c'est surtout ça, quoi, que je retiens, c'est qu'il partageait beaucoup, il a partagé avec le staff, il a partagé avec nous quand on lui demandait des trucs, même si c'était anodin ou quoi, il n'a jamais snobé personne, il a toujours répondu présent là-dessus. Moi je disais, il est comme tout le monde, mais un peu plus, voilà, dans tout, hein. Il est beau gosse un peu plus, il est bon au rugby un peu plus, il est buteur un peu plus, il est tout un peu plus. C'est un modèle avec qui on va jouer. Donc c'est une chance, je crois. Je crois que ça a été pris comme ça pour la plupart des joueurs. Mais à la fois, c'est bien d'avoir gagné la demi et la finale, sans lui. Malheureusement pour lui, mais je pense que pour l'USAP, c'était important parce qu'on aurait dit, voilà, c'est Dan Carter qui a gagné le titre, et on aurait oublié les 36 joueurs pro, quoi, qui ont œuvré pour en arriver jusqu'à la finale, quoi. Donc c'est vrai que c'est un plus, c'est un gros plus pour nous. Mais avant Dan Carter, il y a 40 joueurs ou plus qui se sont bougés, qui se sont investis et qui ont fait preuve d'abnégation, de travail et de confiance, parce que bon, avant tout, il faut qu'on ait tous confiance les uns envers les autres quand on est sur le terrain, quoi. Et c'est un moment important à plus d'un titre. C'est d'une part parce que c'est le dernier match de Carter, parce que malheureusement il se blesse, mais en même temps parce qu'on va faire match nul à Paris, au Stade de France, et où on sent la qualité, notamment dans la deuxième mi-temps, toute la qualité de cette équipe qui bouscule les Parisiens. Et on sent qu'une complicité est en train de naître réellement entre Carter et le reste de l'équipe. Qu'il y a une efficacité, qu'il y a un lien, on le sent sur le terrain. Voilà.
Malheureusement, ça va s'arrêter là. Sorti du match, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a exactement. Quand on rentre le soir, qu'on nous dit le tendon d'Achille pété, quelque part, il y a un moment où on s'assied là et puis on se demande qu'est-ce que ça va être demain. Bon, qu'est-ce que ça va être ça. Est-ce que ce qu'on pressent là, ce qu'on sent qui est en train de poindre, est-ce que cette ambition que l'on a, est-ce qu'elle va pas s'évaporer avec son retrait? Voilà. Quelque part, la question, elle est là. On a montré du caractère sur certains matchs, on était capable de revenir en des rencontres, capable de les gagner même sur le fil. Il y en a une à Toulon, où à un moment donné, Toulon a fait le trou. Ils peuvent très bien, à ce moment-là, on peut très bien même lâcher. Et dans un premier temps, Henri Tulagi met un essai quasiment tout seul, il emporte 4 mecs sur le dos, il joue un coup franc rapidement, et on revient au score, et derrière, on remarque une nouvelle fois, et il reste 30 secondes, et David Mélé met un drop improbable, 40 mètres en coin, sortir d'un regroupement, voilà, donc, et on gagne ce match. On a été dans un état qui faisait que les résultats aidant, on n'avait pas de, quelle que soit les compositions de l'équipe, on n'avait vraiment aucune crainte. On sentait que celui qui allait rentrer était capable d'être au même niveau de celui qui était le week-end précédent. On pouvait mettre n'importe quel joueur, voilà, il ne pouvait rien nous arriver, mais vraiment rien. Et cette homogénéité qu'il y avait dans le groupe entre des joueurs anciens, expérimentés, des joueurs moins expérimentés, voilà, pas trop de stars, une seule, bon, et voilà, tout ça, tous ces ingrédients ont fait la force et l'état d'esprit du groupe, quoi. On marque des fois sur les premiers temps de jeu, sinon des ballons de récup, beaucoup, où on tente. Voilà, quels que soient les joueurs, à chaque fois, il y avait le petit truc qui faisait qu'on arrivait à enchaîner et se trouver sur le terrain. On a réussi à trouver cette alchimie qui est d'ailleurs difficile, hein, parce que autant des schémas tactiques, tu peux dire, voilà, on les met en place, on les travaille de cette façon. Autant l'alchimie d'un groupe, tu sais pas pourquoi ça vient, parce qu'il y a certains ingrédients qui sont pas quantifiés, c'est pas une recette de cuisine. Ce qui a fait basculer, je crois que c'est l'état d'esprit. Malheureusement, ça se décide pas du jour au lendemain, voilà, il n'y a pas quelque chose qui permet de le créer. Donc voilà, c'est un ensemble de choses, c'est un ensemble de joueurs, c'est comme on dit, faire prendre la mayonnaise. Voilà, ça a pris tôt dans la saison. Ça nous a permis de gagner des matchs à l'extérieur. Voilà, avec vraiment, en changeant l'équipe, vraiment un groupe des fois rafistolé. Et de gagner des matchs comme ça crée de la confiance. Tu sens que... mais personne n'ose le dire, hein, parce que c'est quelque chose que c'est impossible à dire. Tu vois, de dire ouais, on va aller au bout, c'est quelque chose qui est impossible à dire. Mais tu sens que c'est pas comme d'habitude, qu'il y a quelque chose de plus, qu'il y a quelque chose qui... c'est en toi et tu te dis putain c'est bizarre. Il y a un truc à dire, c'est qui Epopey, d'accord? Oui, c'est parfait. Ça c'est notre groupe ça, il aurait bien été champion. Lui champion quand même, d'accord? La force de notre collectif, c'est que
il y a une concurrence saine entre joueurs. Et ça a créé un groupe de copains, parce qu'on est vraiment des copains. Comme c'est un sport de combat, tu sais, il faut avoir envie de se faire mal pour le copain qui est à côté. Si tu n'as pas envie de te faire mal, et ça c'est un atout qu'il a toujours l'USAP. On mettait la tête où les gens, il y a des équipes et des joueurs qui n'arrivent même pas à mettre le pied. On a beau au coin de vestiaire, au coin d'un bar, avec les uns et les autres, dire on fera, mais après quand on y est, il faut le faire. Et je pense qu'à ce niveau-là, on a pris conscience qu'on était loin d'être ce que le rugby français ou une partie du rugby français pouvait nous attribuer comme dossards, c'est-à-dire des braves bourricasses. On sait l'être, mais cette année-là, on a su y rajouter quelque chose qu'on a tant attendu et qui fait justement la différence entre une équipe championne de France et une bonne équipe de championnat. C'est qu'on a vraiment un groupe homogène, où il y a des anciens, où il y a des jeunes du centre de formation, où tu sentais que cette saison-là, tu pouvais mettre même un junior, il ne pouvait rien t'arriver, quoi. Tellement le collectif et le groupe étaient forts, quoi. Tu pouvais mettre, je sais pas, même un cadet, entre guillemets, quoi, un gamin de 17 ans à un poste, et la force du groupe aurait fait que voilà, qu'il n'y aurait pas eu de changement, quoi. Je tiens à souligner l'excellente prestation des jeunes joueurs issus du centre de formation qui se sont révélés par la suite. Il y avait un truc que j'étais persuadé, c'est que tu ne peux pas gagner un match éliminatoire en étant fort que sur un compartiment de jeu, c'est-à-dire ou très fort devant ou très fort derrière. Et donc voilà, ce qui nous avait pénalisé par le passé, c'était simplement ça, c'est qu'on n'avait pas cet équilibre dans le jeu, on n'avait pas cette complémentarité entre les lignes. On a essayé de porter le danger maintenant un peu sur tous les zones du terrain, quoi. On peut être aussi dangereux au large qu'au près, et tout en y mettant de la vitesse. Voilà, ce qu'on voulait, c'est mettre de la vitesse dans notre jeu. Voilà. Les nouvelles règles nous ont aidés aussi. On n'a plus droit au molle, donc ça a fait mal à la tête à nos avants quand même, il faut le dire. Ils se sont posé beaucoup de questions. Mais c'est vrai qu'au début de saison, on s'est inquiété, nous les gros, parce qu'on s'est dit, il nous enlève ce molle, comment on va faire, on va être perdu. Et finalement, je crois que ça nous a servi. En fait, ça n'a pas été un handicap pour nous, au contraire, ça nous a permis de plus être au soutien des trois quarts, de plus se déplacer. Et voilà, moi j'avais une grosse appréhension de ces règles, mais finalement ça nous a été bénéfique. Et puis l'arbitrage des rucks a un peu changé, où voilà, c'est un peu avantage à la défense. Donc voilà, ça nous a obligés à jouer, à déplacer le ballon, à se déplacer rapidement. L'équipe a maintenant d'autres cordes à son arc que ce qu'elle avait, puisqu'avant on avait un gros paquet, mais après au-delà on ne créait pas grand-chose. Lorsque dans les grands matchs on se heurtait sur des paquets d'avant qui étaient aussi puissants que nous et des équipes qui avaient un jeu au pied important, on avait du mal à les battre et à les bousculer, alors que là on a vu qu'on a pu alterner le jeu, avoir une cohésion, une alternance avant trois quarts de haut niveau. Le rugby, c'est un équilibre. C'est un équilibre. Il faut toujours, c'est le plus difficile à trouver, c'est de trouver l'équilibre entre les différentes formes de jeu, entre les différentes parties qui composent un groupe, entre les différents profils et les différentes aspirations de chacun. Il faut que tout ça fasse, comment dirais-je, un mouvement continu. Dry again, Carter. Nice and flat. Girardo. Oh, it's a lovely play from Perpignan. Brits out. Oh! Brits has got through. There's the first try. S'il y a une chose qui a travaillé, pas que Jacques, qui a travaillé Bernard, Jacques et Franck, c'est au niveau de la discipline, parce qu'il y a 3 saisons, on est une équipe qui a beaucoup d'envie, on a eu toujours beaucoup d'envie, mais on faisait beaucoup de fautes. On est trop indiscipliné.
Donc c'est une des points que les trois ils nous ont mis au début de saison. Donc c'était un point très difficile pour moi, surtout. Moi je venais de l'extérieur, donc je pouvais avoir un regard un peu neuf, on va dire. C'est que la culture, l'histoire, la fougue, la passion qui peut se dégager du jeu de l'USAP de tout temps, mais à un moment donné, ça pouvait lui porter préjudice lorsque c'était mal maîtrisé. Et notamment au niveau international, mais également pour devenir une grande équipe, il faut être capable de maîtriser ses gestes, de maîtriser ses attitudes, de maîtriser la règle, le règlement. La générosité ne donne, force le respect, mais ne donne aucun droit vis-à-vis de l'arbitre. Si tu vois, on avait une image d'équipe plutôt rustre, on va dire. On dégoupillait assez facilement, on prenait des cartons jaunes assez facilement, on faisait des fautes, on se perdait les matchs pratiquement tout seul sur les rendez-vous manqués qu'on avait eus auparavant. Voilà, le problème, c'est surtout la difficulté qui était de faire le compromis entre bien sûr l'engagement physique, le mouillage de maillot, disons l'agressivité dans le bon sens du terme qui a toujours été l'apanage du club, tout en le mariant avec disons une discipline qui nous empêche de prendre des pénalités je dirais assassines lors de certains matchs qui permettent aux équipes adverses ou de revenir sur nous ou de nous passer devant, alors que nous faisons un jeu égal ou même un jeu supérieur. Donc ça aussi, c'est à mettre à l'actif, comme disons la diversité de notre jeu, de mettre à l'actif du nouveau staff. 15 jours avant la demi-finale, on annonce l'équipe qui va jouer. Et donc, pourquoi? Parce que on pense qu'il vaut mieux le faire rapidement. Ça va créer des frustrations, bien sûr, mais plus il y aura de temps jusqu'au match, plus ces frustrations vont s'atténuer, et que quelque part, peut-être que cette semaine elle va te mal là, ça va gêner le fonctionnement, mais la semaine qui va préparer la demi-finale sera finie, sera passée. On a repris pratiquement tous les matchs de Paris, on a repris tous nos matchs à nous de phase finale, on est remonté sur la demi-finale de l'année dernière, perdu. On a essayé de tirer profit de tout ça, Il fallait vraiment que ça serve à quelque chose. Mais on se l'était dit déjà au lendemain de la demi-finale à Marseille, contre Montferrand, avec Jacques et Bernard, on s'est dit il faut y retourner, mais il va falloir le préparer autrement. Tant l'extra sportif que le terrain. Je pense que les joueurs l'ont ressenti aussi parce qu'on a essayé de leur donner un maximum d'ingrédients. Ils ont été surpris de rien, je pense. Offensivement que défensivement, je pense qu'ils ont été surpris de rien. On avait vraiment décortiqué. Alors ça ne suffit pas, Après il faut après le mettre en œuvre sur le terrain, il faut avoir cette qualité qu'ils ont eue sur le terrain, cet enthousiasme, et puis surtout parce que les actions sont changeantes et qu'il a fallu s'adapter, il y a eu de la lecture de jeu, et mais ils avaient un socle sur lequel ils pouvaient s'appuyer, et je pense que c'était costaud, et eux après ils ont fait les finitions. Les Parisiens sur la première mêlée veulent nous faire dégoupiller, on garde notre sang-froid, et après je pense que la meilleure solution à répondre à ça, c'est dans le défi physique et dans le jeu. Je pense qu'on leur a fait plus mal là-dessus que nous l'ont fait en mettant des coups de poing. Touche pour lui, sa prise de balle avec le Corvec. On écarte Maxime Mermoz, au premier attaquant, qui se retourne pour Guévignou. Marty intérieur pour Julien Condelon qui a fait une différence, qui est passé. Julien Condelon extérieur pour Jérôme Porical qui va aller marquer l'essai exceptionnel, et c'est superbe. Et c'est sur cette combinaison en première main avec Jérôme Porical qui vient marquer sûrement l'essai de la saison pour l'USAP. Il y a des matchs comme ça, où on rentre bien dans la partie, où des mouvements qu'on réussit jamais réussissent. Des trucs mieux qu'à l'entraînement, ça réussit.
Donc ça a été le cas contre Paris, parce que cette combinaison qu'on a faite, on a dû la faire en 2 ans, allez, 20 fois peut-être. 10 fois, pas 20 fois, mais 10 fois. On n'a jamais réussi, jamais. Et là, ça réussit parfaitement. Donc voilà. Donc on se dit quelque part, qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui peut nous arriver? On sentait qu'il ne pouvait rien nous arriver. Franchement, on sentait qu'il pouvait rien nous arriver, notamment par rapport à l'état d'esprit du groupe. En plus, on y avait mis de la stratégie, on avait préparé un bon plan de jeu et voilà, on avait tous nos secteurs qui étaient au point, la touche, la mêlée, nos lancements de jeu. Derrière, on savait que voilà, ils étaient capables de faire la différence à tout moment. Non, vraiment, on sentait une grosse sérénité qu'on a sentie jusqu'à la finale, quoi. Donc, Une nouvelle touche pour les Parisiens, perdue par Papé, récupérée par Perry Freshwater qui met ce ballon au sol. Elle est bonne, cette balle de récupération pour l'USAP avec Durand sur Gavin Hume, Chandel de Gavin Hume sur les 22 Parisiens. Bergamasco, la récupération, non, le premier c'est Maxime Mermoz qui vole ce ballon et qui va marquer le deuxième essai de l'USAP juste après l'entame d'un second. En fait, sur le coup, j'ai l'impression d'être trop loin pour avoir la balle et je me dis, bon, il faut que je saute et que je joue le coup à fond, au moins je gêne le joueur. Et en sautant, je me rends compte que j'arrive à avoir la balle et je m'attends à un retour d'un Parisien pour me plaquer et donc je suis un peu surpris. Et ma première réaction, c'est je savais qu'il y avait ma famille et mes amis juste sur le côté de l'embut. Et donc tout de suite, c'était vraiment... Voilà, je savais que même pendant l'échauffement, je les entendais me soutenir, je voyais tout le public aussi autour. Et j'avais qu'une envie, c'était marquer le plus près d'eux pour pouvoir après sauter dans leurs bras. C'est pour ça que je me suis un peu désaxé et j'ai vu, heureusement que Jérôme a eu beaucoup de réussite au pied. Et on va dire que c'était sans frais sur le coup. On a eu cette force mentale surtout qui a fait que contre Paris, on n'a rien lâché, on voulait surtout rien lâcher jusqu'à la fin. Même si on se fait peur, sur l'ensemble du match quand même, on a eu vraiment une grosse envie, détermination à toute épreuve. En fait. On a enclenché de suite, c'est-à-dire que demi-heure après le match à Lyon, c'était fini. On était sur la finale, on a pris le quart, on a été à la réception, pris le quart, on est rentré de suite. J'avais écouté un petit peu ce qui s'était passé les autres années, ce que m'avaient dit les joueurs, comment ils l'avaient vécu, la préparation de la finale, des finales, la passion, tout ce qu'il pouvait y avoir autour, les approximations qu'il y avait eu dans la préparation, bon, les oublis. Donc déjà, tout était réglé avant. On avait réglé tout ce qui était logistique, on va dire, tout. Pour les joueurs comme ceux qui ne seraient pas joueurs. Le choix, il a été de ne pas changer les habitudes, de faire de ce match un match comme les autres. Alors on avait un peu peur, oui, mais si on reste là, on va être sollicité de partout. Sollicité de partout, de quoi? Si tu rentres de l'entraînement, tu rentres chez toi, tu fermes la porte, les gens ne vont pas rentrer chez toi quand même. Donc c'est pas possible d'être gêné. Donc, il suffit simplement de vouloir se mettre un petit peu à l'abri, mais en restant dans sa famille, avec ses habitudes, tout ça, et de partir au dernier moment. Donc c'est le choix qu'on a fait pour, là aussi, être serein, montrer un petit peu qu'on était sûr de soi, ne pas se laisser gagner par la pression qu'il peut y avoir autour. Et je crois qu'on a bien fait. Je crois que ça a été un des éléments importants de la préparation de cette finale. Enfin, moi, je me souviens avoir préparé avant la demi-finale, on était en stage à Matemal, avoir passé mes journées, quand je n'étais pas sur le terrain, j'étais dans la chambre, mais jusqu'à 1h, 2h du matin, à me préparer la demi, mais l'hypothétique finale. Dès qu'on a basculé sur Clermont, voilà, ben on avait 60% du travail qui était préparé. On n'a vraiment rien laissé au hasard. Et administrativement aussi, c'est-à-dire que les joueurs qui n'étaient pas sur la feuille de match, hop, ils ont eu un avion affrété, ils ont eu un hôtel affrété, ensuite ils nous ont rejoints, les femmes de joueurs. Je pense que c'est le seul moment où vraiment l'USAP
n'a fait qu'un. Voilà. Et la force de l'USAP, c'est quand tout le monde, quand l'USAP en fait qu'un. Voilà. On était sûr aussi que psychologiquement, Clermont allait avoir un problème. Son problème à Clermont, le problème de cette équipe, c'est qu'ils avaient été battus déjà 2 fois. Mais contre le Stade Français et contre Toulouse. Dans des équipes qui ont été de multiples fois champions. Et donc, même si l'on perd, on peut penser que ça puisse être concevable. C'est pas infamant de perdre contre le Stade Français ou contre Toulouse. Voilà. Or, cette finale-là, ils allaient la jouer contre Perpignan. Contre l'USAP qui n'a pas gagné depuis 54 ans. Donc, qui n'est pas un champion avec un palmarès, qui ne vient pas glaner des titres tous les ans. Clermont ne peut pas perdre. Ils ont une pression, ils y vont pour ne pas perdre. Il ne faut pas qu'ils perdent, là. Ils n'ont pas le droit de perdre. Or, nous sommes totalement dans un autre état d'esprit. On n'y va pas pour perdre. On est sûr déjà depuis un moment qu'on va la gagner. Non, c'est là. Là, il faut prendre maintenant. On a fait ce qu'il fallait pour gagner cette demi-finale. Maintenant, il ne faut rien laisser, quoi. Et je pense qu'on est rentré sur le terrain avec cette détermination-là. Et dans la préparation et dans le match. Stratégiquement, on l'avait même préparé, on savait comment ils allaient réagir, on savait que pendant 20 minutes, ils allaient nous mettre une grosse pression, ça c'est le jeu de Clermont. Hein. Pendant 20 minutes, ils allaient essayer de te déstabiliser stratégiquement, physiquement, qu'ils voulaient te marquer justement et prendre le score. On fait une bonne entame, mais on prend cet essai. Et tu regardes le temps. Et moi, je ne me suis pas affolé. Je me suis dit, c'est rien, on va revenir. Parce que toute la saison, déjà, on est revenu. On a eu ce challenge-là. Il écarte encore Guévignoum. Et Guévignoum pour une percussion de Chouli. Plein axe, il avance. Damien Chouli, mais il se fait arracher le ballon par Julien Bonner. Attention au contre Auvergnat avec Babi qui est passé. Benoît Babi est passé sur l'aile droite. Il en rentre dans les 22 du Saporica. Les Mermoz le prennent au sol. Sur le grand côté, il y a un coup à jouer sûrement côté Auvergnat. C'est fait pour Brock James. Le jeu au pied de Brock James, c'est complètement dégarni. Côté USAP, Penalaga va marquer le premier essai du match. Première occasion et premier superbe essai pour les Clermontois après à peine 10 minutes. C'est le scénario quasiment identique de Marseille la saison dernière en demi-finale. Ce qu'il y avait à craindre, hein, le jeu au pied de Brock James et puis l'appétit. Quand il marque le premier essai, on se dit bon, bien si on va pas appeler. Et puis au final non, parce qu'il y a des signes après sur le terrain qui ne trompent pas, quoi. Là, on a réussi à faire le dos rond, on a réussi à gérer un peu, à contrecarrer un peu cette pression qu'ils nous ont mis lors de ces 20 premières minutes. Et surtout, c'est qu'on était dans ce qu'on avait préparé, dans la stratégie, on était dedans. On avait dit qu'il fallait jouer comme ça, il faudra les défendre comme ça va se passer comme ça les 20 premières minutes. Et ça se passait comme ça, ça s'est déroulé comme c'était le scénario qu'on avait imaginé. Et puis on sentait quand même que sur tous les impacts physiques, que dans tous les duels, que dans notre stratégie, on était là, on était présent. Après, petit à petit, on a repris notre souffle, on a installé notre jeu, nos forces, notre défense. Et puis il y a cette pénalité de Jérôme Porical, juste avant de rentrer dans les vestiaires, qui nous ramène à 10-6. 10-6, voilà. À la mi-temps, on sentait des joueurs de Clermont vraiment atteints physiquement et moralement. On les sentait. Avec Greg Le Corvec, on va jouer avec David Marty qui s'est proposé pour Jérôme Porical, intercalé, crochet intérieur de Jérôme Porical qui va retrouver David Marty pour l'essai, quasiment entre les poteaux, superbe action de l'USAP et essai de David Marty juste après l'entame de la seconde période. Moi je suis pas trop dans les souvenirs et tout ça, je suis vraiment pas très fort
En plus, ça m'intéresse pas trop de me rappeler un peu des choses. Donc voilà, et voilà, celui-là quand même, je pense que j'espère que je vais m'en souvenir. Le match de la finale, on aurait pu le jouer les yeux fermés. Tellement qu'on était en confiance, tellement qu'on avait toutes les données quoi, pour gagner cette finale. Tu rêves de ça depuis longtemps et voilà, c'est fait. Petit à petit, on revient dans le match et on score, on revient pour arriver sur ces 5 dernières minutes. Nous, on était devant et eux, ils tentaient le tout pour le tout, ils envoyaient du jeu de partout et nous, on commençait. Il y a 1 ou 2 actions où on est fébrile. Il y a 2 erreurs sur des petits détails, mais qui sur des matchs comme ça peuvent vraiment peser très très lourd. Quoi. Et tu sens à un moment donné dans le match que la tendance aurait pu s'inverser. Et bon, heureusement, c'est significatif à l'état d'esprit qu'on a eu toute la saison, qu'on a repris le dessus et après on a rien relâché jusqu'à la fin. J'étais dans des tribunes dans un match, je voyais que l'USAP gagnait un match, mais je n'arrivais pas à intégrer le fait que le match allait être gagné puisqu'il restait quelques minutes et on menait 22-13, mais que ça voulait dire qu'on était champion de France. Et sur ces 5 dernières minutes, tu as peur bien sûr de perdre sur un essai cette finale, mais tu domines tellement que ça ne peut pas arriver. Et tu savoures un petit peu. C'est difficile et tu savoures un petit peu, mais tu vois, c'est les gens, quoi. Tu penses aux gens qui sont là, tu les vois debout, tu vois ça, tu vois les remplaçants, ceux qui sont sortis, qui sont au bord, qui attendent qu'un truc, c'est de rentrer sur le terrain. Tu sens que voilà, ça va venir. Tu attends cette explosion, mais il faut la maîtriser parce que il faut la tempérer parce que tu te dis, attends, si on prend en compte, qu'est-ce qui se passe? Tu perds tout, quoi. Et donc, tu es dans ce sentiment-là, quoi. Mais quand même, avec, ouais, voilà, tu savoures. Quoi. Vraiment, sur les 2-3 dernières minutes, tu savoures. Parce que tu ne réalises pas vraiment. Tu as l'impression de gagner un grand match, mais au bord, tu ne penses pas, c'est une finale, tu ne penses pas, alors que tu y es, quoi. Mais j'avais l'impression, moi, qu'on a gagné, qu'on venait de gagner, voilà, encore un match de championnat, mais un match vraiment important, voilà quoi, comme une victoire à l'extérieur, tu vois, face à un prétendant au titre. Tu vois, moi, c'est l'impression que j'ai eue. C'était belle. La fête est tellement belle. Introduction mêlée. Chouli encore petit côté qui ramasse parfaitement ce ballon. Vient défier Bonner. Il faut gagner du temps. C'est terminé, monsieur Matteux. C'est fini sur cette dernière action de Damien Chouli. Reste au sol. Jean-Pierre Pérez, l'USAP, champion de France 54 ans après. L'USAP qui s'impose au Stade de France face à Clermont 22-13. La folie maintenant. Ce qui était le plus génial, c'était de voir le plaisir, la joie que ça générait sur nos supporters, quoi, et nos supporters qui sont aussi nos familles, nos amis, et puis les supporters qui sont au stade, qu'on connaît peut-être que de vue. Et quand je voyais leur sourire sur leur visage, j'avais l'impression qu'on partageait un moment intime ensemble, quoi, qu'on était la même famille, qu'on venait d'avoir un enfant, ou c'était une naissance dans la famille, ou un mariage. Enfin, c'était vraiment un moment intime, quoi. Ça, c'était la récompense suprême. Je suis pas quelqu'un de trop expressif, on va dire. Que je garde beaucoup de choses en moi, et c'est vrai que quand on y repense, ça fait la chair de poule, quoi. Tout le monde, pendant ce moment-là, j'ai pensé aux anciens, j'ai pensé un peu à tous ceux qui ont œuvré et qui ont échoué vraiment aux portes de la finale ou en demi-finale. Ces groupes qui ont combattu pour l'USAP, pour que l'USAP en arrive là. Et j'ai pensé un peu à tous ces gens-là qui ont œuvré pour que l'USAP soit vraiment très compétitive. Je crois que tous les journalistes pour la conférence de presse, tout ça nous attendait, on est arrivé, je crois, 2 heures de retard, ils n'avaient jamais vu ça, quoi. Ils avaient l'habitude avec le Stade Toulousain et tout ça, et les mecs, bon voilà, ils font 5 minutes la fête entre eux sur le terrain, ils vont à la conférence de presse, ils vont dans le bus et voilà. Nous on est restés les supporters, feux d'artifice, on découvrait, quoi. Et voilà, et la première fois c'est toujours bizarre. En tant qu'entraîneur, c'est, je pense, encore plus jouissif que quand tu es joueur,
parce que je savais ce qui nous manquait, on savait ce qui nous manquait justement pour franchir ces derniers paliers. On n'y était pas loin chaque année, on n'y était pas loin, parce que depuis quand même 10 ans, tu fais les finales, tu fais les demi-finales, on n'y était pas loin, mais c'est dans la stratégie où on a pêché. C'est à la maison, quoi. C'est dont j'ai rêvé depuis tout petit, puisque je faisais partie des chanceux à pouvoir venir voir l'USAP avec mon père, mon grand-père. Et puis moi je fais partie de ceux qui ont eu la chance de passer de l'autre côté du grillage, quoi, et d'arriver un jour à gagner ce titre champion de France. J'en ai entendu parler moi toute ma vie, hein, puisque mes parents étaient des supporters du SAP qui étaient d'ailleurs allés à Bordeaux en 55. Moi, on ne m'avait pas amené puisque j'avais que 3 ans. Et j'ai entendu parler toute ma vie de ça. Puis j'ai été joueur, on a bataillé. J'ai été très longtemps à la Ligue, à la Fédération. Donc chaque année, j'ai participé pratiquement au final. Je voyais le bouclier brandi par des équipes. Bon, ça me paraissait normal que les équipes qui le brandissent ne soient pas la nôtre. Donc c'était devenu une telle habitude que j'ai eu beaucoup de mal à réaliser que la fin du match allait faire que c'est nous qui allions monter les marches et nos joueurs allaient brandir le bouclier. Disons que paradoxalement, lorsque je pensais à ça, je pensais que je serais extrêmement heureux à ce moment-là. Et en fait, je l'étais, mais ce n'est pas ce sentiment-là qui prévalait chez moi, c'est plutôt, je vous dis, le fait que je ne réalisais pas bien. Le match a été rude, Marius il vient de péter l'arcade. Là, il y a 2 minutes. Il est content. Et il est content, il pète les arcades. C'est quelque chose que j'oublierai jamais. Maintenant, espérons y retourner plus tôt. Tu le mettras pas, tu de merde. Mesdames et messieurs, nous allons passer une zone de turbulence. Et après, par contre, au retour de Perpignan, là, je crois qu'on a réalisé le retour à Perpignan, là. C'est arrivé à l'aéroport où déjà il y avait des milliers de personnes. C'est émouvant parce que, ouais, bien sûr qu'il y a une fierté parce qu'il y a tellement d'attentes. Je disais tout à l'heure, c'est qu'il y aura... J'espère qu'il va y avoir rapidement beaucoup de titres là, qu'on va être capable de s'inscrire sur un palmarès. Mais je pense que ça n'aura jamais cette saveur-là parce qu'il y avait tellement d'attentes. Il y avait une telle communion avec cette attente des gens autour. Le peuple catalan s'identifiait à cette équipe-là, pas parce qu'il y avait la gagne, mais parce qu'il se retrouvait dans cette équipe-là. De par les joueurs qui étaient à l'intérieur, des garçons qui viennent de ces villages, des Guillaume Villaseca, des Guillaume Guirado, des Porical, Marty, Manas, tout ça, c'est tous ces joueurs-là qui ont une identité catalane, qui s'est communiée aussi à des Marius Tink ou Gavin Young, parce que ça fait 7-8 ans, Rimas, ces garçons-là, on n'a pas l'impression que c'est des garçons qui viennent d'une autre nationalité, on a l'impression qu'ils font pas, enfin, et c'est la réalité, quoi. Ils sont catalans, quoi. Ils sont pas roumains, ils ne sont pas argentins, ils ne sont pas anglais, voilà. Et je pense que les gens, ils se sont retrouvés là-dedans. Et il y a eu cette envie de partage, quoi, tout au long de la saison, et ça a explosé, et on l'a vu, voilà. Et nous, tu regrettes de ne pas avoir vécu presque la soirée de la finale, presque ici, parce qu'il paraît que c'était énorme. Ensuite, c'est arrivé, cette traversée de Perpignan, c'est arrivé au Castillet. Ça a été vraiment, je pense que là, on a réellement réalisé qu'on était champion. Dedans, c'est incontrôlable parce que tu vois ces gens-là qui sont en pleurs, qui te remercient et voilà, tu vois, c'est même émouvant d'en parler. Dans les jours qui ont suivi, dans les semaines qui ont suivi le titre, les gens, quand ils me croisaient dans la rue, pour ceux qui me connaissent, me disaient non pas bravo, mais merci. Parce que pour eux, c'était quelque chose qui faisait partie on peut dire,
une sorte de fierté qui avait été retrouvée à travers ce titre, après tant d'années, disons au niveau sportif sans titre, et puis par rapport à l'image qu'on peut véhiculer notre région pour la France. Et là, c'était un sentiment de fierté immense de pouvoir, dans le sport qui est chez nous, le sport roi, ramener ce bouquet et retrouver le titre à une époque qui était un peu différente d'il y a 54 ans, puisque la médiatisation est vraiment autre chose. Je crois qu'il n'y a aucun endroit au monde où un titre puisse être célébré de cette façon. Aucun endroit. Bah, donc à l'étranger, n'en parlons pas, nulle part, mais en France, aucun endroit. Le parcours du bouclier, il y a une histoire à faire dessus, parce qu'il a fait des kilomètres et des kilomètres. Hein. Il va de coin en coin chaque jour, nulle part ailleurs. Le bouclier, il est mis dans le club et il reste là, il sort 2-3 fois dans l'année, puis voilà. C'est incroyable. Ici, c'est incroyable. Voilà. Je crois que si le bouclier avait des choses à raconter, il dirait, moi, j'ai jamais fait faire un truc pareil. Hein.